Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, prêt à embarquer à bord de notre invitation au voyage. Comme tous les jours, on se dépayse sans prendre l'avion en 3 étapes. Et j'espère que vous n'avez pas le vertige parce que ça va grimper sec. Nous partirons à l'assaut du Mont Blanc, 4808 mètres. On va y aller tranquillement en commençant par Chamonix, dans les crampons de Roger Frison-Roche, l'auteur de Premier de Cordée. À Newport, aux États-Unis, c'est un autre genre de sommet qui nous attend. La ville a été le terrain de jeu des premiers milliardaires américains. Au début du XXe siècle, leurs maisons étaient des palais, leurs jardins des parcs paysagers. Et les intérieurs, Versailles ou presque. Newport, c'était la ville de la démesure et de l'exubérance. Après ça, un peu de simplicité ne nous fera pas de mal. Nous irons la chercher en Italie, en Toscane. L'un des plus beaux paysages du pays a vu passer un héros à bicyclette. Bienvenue à vous, invitation au voyage, c'est parti. Direction la montagne, on part faire la mythique ascension du Mont Blanc. Et Roger Frison-Roche va être notre guide. Premier de Cordée dans les Alpes, c'est notre première invitation au voyage. Ici, les montagnes tiennent lieu de paysage. À la frontière de l'Italie et de la Suisse, au pied du Mont Blanc, une multitude de pics, crêtes et sommets enserrent Chamonix. L'alpinisme est né ici, au XVIIIe siècle. Loisir longtemps réservé à l'élite, la montagne va devenir accessible à tous, au moins par les mots, grâce à un livre paru au milieu du XXe siècle. Ce livre, Premier de Cordée, récit initiatique, se déroule à Chamonix. Il a pour héros un jeune guide, arraché à sa passion par un vertige chronique. Son auteur, écrivain aventurier, s'appelle Roger Frison-Roche. Il va initier des millions de lecteurs à la puissance de la montagne, les emmener sur les chemins escarpés, crampons plantés dans les glaces d'été face à l'immensité des Alpes. Avec lui, ils vont découvrir Chamonix, ses habitants, forgés par la rudesse du décor, et les guides mythiques qui écriront la légende du Mont Blanc. Le Chamonix de Frison-Roche est né au XVIIIe siècle, en 1760 très exactement, avec l'arrivée d'un naturaliste, Horace Bénédicte de Saussure. Le Mont Blanc le fascine et le fait que personne ne l'ait encore escaladé le chagrine. Et lui, il a une idée, il dit, ben voilà, je propose une somme d'argent au premier qui va au sommet du Mont Blanc. Alors évidemment, les choses elles vont changer. Et pendant près de 26 ans, vous allez avoir des chamoniards, comme des gens d'ailleurs de Saint-Gervais, qui vont tenter l'ascension du Mont Blanc. Et puis un jour, vous en avez un, Jacques Balmat, qui à un certain moment tente l'ascension du Mont Blanc avec des copains. Les copains le lâchent, il se retrouve à passer une nuit. Et là, tout d'un coup, le petit matin, quand il s'élève, il comprend que peut-être il y a une voie particulière. Et il va en parler au médecin de l'époque, qui s'appelle Michel Gabriel Paccard. Donc ces deux personnages vont s'entendre et ils vont tenter l'ascension du Mont Blanc le 6 août 1786. Le récit que Horace Bénédicte de Saussure fait de cette conquête va fasciner l'Europe. Chamonix se met à accueillir les amateurs de haute montagne et, à l'époque, ils appartiennent plutôt à la haute société. Chamonix devient chic. Au milieu du XIXe siècle, une dizaine d'hôtels sont déjà en activité. L'église sarde, avec son clocher bulbeux, veille sur la population cosmopolite qui dort dans les palaces. Juste
derrière moi, en fait, vous avez une façade assez étonnante, puisque c'est actuellement l'hôtel de ville. Mais avant d'être l'hôtel de ville, ce bâtiment était un hôtel qui a été construit en 1857. Donc vous voyez, au milieu du 19e siècle. À l'époque, on n'est pas encore français. Nous sommes partis du royaume de Piémont-Sardaigne. C'est un bâtiment important, assez conséquent en termes de volume. Et à l'époque, on se devait de construire un petit peu dans le style que l'on trouvait à Turin. C'était une manière de bien montrer que l'on était parti de ce royaume. Et donc, on parle d'un style néoclassique piémontais. Juste à côté de la mairie se trouve le bureau des guides. C'est la plus ancienne compagnie des guides au monde. Elle a été créée en 1821, 100 ans avant l'arrivée de Roger Frison-Roche à Chamonix. Ce fils de cafetier est né à Paris, mais est originaire du Beaufortin, tout proche. Il va très vite s'intégrer au petit monde des guides de haute montagne de Chamonix. Frison-Roche est parmi les premiers non-chamonniards à y être accepté comme guide en 1930. Ce bureau est le point de ralliement des héros de premier de cordée. Au début du livre, c'est ici que les guides apprennent la mort accidentelle du père du héros, foudroyé en essayant de sauver son client. Le bureau des guides était une pièce meublée assez misérablement. Cependant, cette boutique, qui eût pu aussi bien servir à un clerc paperassier, possédait une âme. Sous cette enveloppe médiocre, transperçait l'épopée alpestre. Dans les années 70, on aménage ce bâtiment qui est l'ancien prieuré de Chamonix, qui, dans son aspect actuel, est un bâtiment du XVIIIe siècle. Et on y met à l'intérieur le bureau de la compagnie des guides, où effectivement les clients pouvaient découvrir leurs guides, pouvaient se rassembler avec eux, décider de leurs courses, et où les guides pouvaient évidemment discuter entre eux de leurs projets de montagne, d'alpinisme, etc. Donc c'est un lieu qui est devenu un peu mythique, chargé d'histoire. Et Frison-Roche sera un de ses membres actifs dans la période où il va pratiquer l'alpinisme au sein de la compagnie des guides. Au centre de la ville, une fresque retrace l'histoire de cette compagnie. De Marie Paradis, première femme à atteindre le sommet du Mont Blanc, à Gaston Rébuffat, l'un des premiers alpinistes à défier l'Annapurna, en passant bien sûr par Roger Frison-Roche. À quelques pas de là, le lac des Gaillans, avec ses fausses ruines datant du XIXe siècle. C'est sur cet aplomb rocheux que Frison-Roche a créé une école d'escalade après-guerre, poussée par le succès de Premier de Cordée. Grâce à lui, les Français ont découvert un nouveau sport, l'alpinisme. Des milliers d'adeptes accourent à Chamonix pour apprendre à grimper et pouvoir se mesurer à la montagne. Afin de permettre au plus grand nombre de s'adonner à ce loisir à haut risque, Frison-Roche comprend qu'il faut former plus de guides. On dit souvent que je suis le plus vieux guide en activité, encore en activité. J'ai 84 ans. Et c'est Roger Frison-Roche qui m'a accroché ma médaille de guide en 1961. La falaise des Gaillans, ici. Alors, il faut s'imaginer qu'autrefois, c'était complètement couvert de végétation. Ça s'est créé petit dans les années 30. J'ai surtout développé grâce à la Frison-Roche et au guide de Chamonix dans les années 40-50. Les guides qui emmenaient leurs clients en montagne faire des courses de rochers, ça leur fournissait un terrain pour éduquer leurs clients et les tester. Mais pour défier la montagne, il faut d'abord emprunter les rails. Le train du Montanvert, qui part de l'entrée de Chamonix, est devenu célèbre dans le monde entier grâce à Premier de Cordée. C'est le lien entre la ville et la montagne, la société et la nature, que les héros du livre empruntent dans les deux sens.
Ce train à crémaillère, construit en 1906, permet d'atteindre la mer de glace en 20 minutes. Il dominait maintenant d'une cinquantaine de mètres le gigantesque glacier qui dormait entre les hautes murailles enneigées. Tout au nord, là où le fleuve de glace sombre dans la vallée de Chamonix, se dressaient les constructions du Mont-en-Vert, le Salut. À l'arrivée, le plus grand glacier de France. 7 km de long, 40 km carrés, 200 mètres d'épaisseur. D'ici, les grimpeurs peuvent rejouer l'action de premier de cordée sur les montagnes des héros. Toutes sont accessibles aux amateurs bien entraînés. Les Grandes Jorasses, les Drues, l'Aiguille Verte. Donc nous sommes toujours dans la vallée de Chamonix et le côté nord s'étend sur tout ce versant, l'Aiguille Verte là-bas au fond, les Drues. Là-bas, les Grandes Jorasses et ce qu'on appelle les aiguilles de Chamonix, toutes ces aiguilles, grépons, blétières, plans, etc. Et qui se terminent tout là-bas au Mont Blanc, le point le plus haut, avec le dôme du Goûter sur la droite. Voilà. Vous voyez, entre les Drues et la Verte, vous avez les deux sommets les plus emblématiques du roman Premier de cordée. Paysage hors série, composé pour l'éternité, mais auquel s'ajoutent des premiers plans bouleversants, des falaises ruinées, des pierriers vertigineux entre lesquels court une forêt primitive, se mourant de vieillesse, écorchée par les avalanches et les chutes de pierre. Ces montagnes, Frison Roche choisit de les inviter chez lui, en grand, pour en jouir sans retenue. Son chez lui sera le premier chalet à façade entièrement vitrée du coin. Le chalet a été construit par mon père en 1958. C'était la réalisation d'un très grand rêve depuis longtemps. Et il est devenu vraiment le chalet familial qui a réuni tous les enfants, les petits-enfants. C'était le point fixe pour tout le monde. Et ce chalet a été construit pour qu'on puisse voir les montagnes de l'intérieur. Quand on est dans la pièce, on arrive et là, on est ébloui parce qu'on a les aiguilles de Chamonix qui se dégagent comme ça et on a l'impression d'être dehors. Il y a aussi cette très belle affiche qui est donc vraiment un vestige du film Premier de cordée. Mon père, Frison, ne figure pas sur le générique, sur cette affiche-là, parce qu'on est en 42 et il est recherché et il est dans le maquis. Roger Frison Roche, héros de la Résistance, aventurier écrivain. Il a parcouru la Laponie, le Grand Nord canadien, le Hogar algérien. Mais il est toujours revenu à son premier amour, Chamonix, la ville dont il a forgé la légende et qui lui a donné son envol littéraire. C'est lui qui a su raconter ces montagnes qu'on aborde la peur au ventre, l'excitation des départs, l'inquiétude de ceux qui restent. Cette histoire d'amour et de lutte entre les hommes et les montagnes. L'adaptation de Premier de cordée est sortie en 1943 et Roger Frison Roche, qui était résistant à l'époque, a découvert le film caché dans la cabine du projectionniste. À Chamonix, on a donc construit l'une des premières maisons de guide de haute montagne dans les Alpes. Et c'est aussi à Chamonix que se sont déroulés les premiers Jeux olympiques d'hiver. C'est l'encadré de Thomas Chauvineau. À Chamonix, Frison Roche crapahute dans la montagne. Il écrit aussi 2 autres livres, suite de Premier de cordée, mais Frison Roche est également le secrétaire des premiers Jeux olympiques d'hiver, en 1924, à Chamonix. Et ça n'a pas été facile, parce qu'au départ, le pape des JO, le baron Pierre de Coubertin, n'était pas très pour ces Jeux d'hiver. Mais bon, il finit par se laisser convaincre, la montagne, ça vous gagne. On choisit 6 disciplines, le bobsleigh, le patinage artistique et vitesse qu'on fait en complet veston, le hockey sur glace, le combiné nordique, le saut à ski, vol, vol, petit papillon, et le ski de fond. Et en démo, la très désuète patrouille militaire, l'équivalent du biathlon, ski de fond et tir à la carabine, et le curling avec élégance jusqu'au bout du balai.
Grenoble en 1968, Lillehammer en 1994, Sochi en 2014. Aujourd'hui comme hier, les JO, c'est d'abord des travaux. Et des gros. À Chamonix, on construit la plus grande patinoire artificielle du monde pour l'époque, plus de 27 000 mètres carrés, une piste de bobsleigh et un tremplin. On en profite aussi pour donner un coup de neuf aux téléphériques existants, ou alors en créer de nouveaux. On gagne quelques mètres encore sur les sommets, toujours plus haut, on se surpasse. L'esprit sain de l'effort descend sur toute la montagne et touche les sportifs comme la mécanique. Côté météo, en revanche, c'est moche. Un mois avant, il n'y a pas de neige. Puis il en tombe d'un coup 1,50 m. Faut faire venir des ouvriers pour déblayer à coups de pelle. Une fois que c'est fait, le redout facétieux s'installe. La plus grande patinoire du monde se transforme en un vulgaire petit lac. Et il faut l'intervention des dieux du stade pour qu'un coup de gel opportun sauve la face de ces premiers JO d'hiver. 16 pays, 250 athlètes et seulement 13 femmes. Le baron n'avait pas la médaille d'or de l'égalité entre les sexes, mais enfin, comme il disait, l'important, c'est de participer. L'accueillante Toscane fait aussi partie du programme aujourd'hui, avec ses rangées de cyprès, ses courbes, ses villages fortifiés. Nous irons dans le Val d'Orcia où la roue a tourné et même sauvé des vies. Je vous en dirai plus en fin d'émission. Mais d'abord, c'est Newport aux États-Unis que nous allons visiter. Une ville façonnée par les premiers milliardaires américains. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'humilité n'a pas été leur mot d'ordre. Newport, la ville des très très riches, c'est notre deuxième invitation au voyage. Posée sur une des multiples îles éparpillées dans la baie de Narragansett, la paisible ville de Newport, entre New York et Boston, sur la côte est des États-Unis, se réveille chaque matin face à l'océan Atlantique. Insolentes et fières, de gigantesques demeures narguent les vagues depuis la côte. Elles s'appellent The Breakers, Château-sur-Mer, Kings Coast ou The Elms. Elles sont les témoins des grandes heures de l'histoire américaine, celles qui virent le pays devenir une superpuissance à la fin du 19e siècle grâce aux mirobolantes fortunes de ces nouveaux riches. Pendant près de 40 ans, les familles Rockefeller, Vanderbilt ou Astor vont modeler la ville à leur image, vaniteuse, sans limite et outrancière. Ils vont investir Newport pour y cultiver un entre-soi hautain et sélect où l'exubérance est reine. Les résidences d'été sont des palais d'inspiration italienne ou française. Les loisirs sculptent la ville pour répondre aux besoins d'amusement de ses habitants fortunés. Et les jardins sont des bijoux d'art paysager. Plus que le simple estivage du bottin mondain, Newport incarnera pendant quelques décennies l'Amérique optimiste, sûre d'elle-même et toute puissante. Newport est fondée en 1639 par des colons venus d'Europe en quête de tolérance religieuse. Fuyant la rigide et puritaine ville de Boston, ils font prospérer la ville grâce à son port. L'imperturbable quiétude de Newport va peu à peu la transformer en lieu de villégiature. Les riches planteurs du Sud y savourent sa tranquillité. Au milieu du 19e siècle, les fortunes de la révolution industrielle leur emboîtent le pas. Newport a beaucoup de choses pour elle. C'est une très belle île. On l'appelait même le Jardin d'Éden de l'Amérique pour la luxuriance de sa végétation. On pouvait facilement la rejoindre depuis New York ou Philadelphie. Le climat est très agréable, il y a toujours une petite brise. Et en été, les riches fuient à la chaleur de la ville et appréciaient la fraîcheur de Newport, en plus de ses points de vue splendides. Le capitalisme américain est alors au faîte de sa prospérité. C'est la période du Gilded Age, un âge d'or qui court de 1865 à 1914. Une belle époque américaine où les milliardaires sont plus riches que l'État lui-même.
Mania des chemins de fer, Cornelius Vanderbilt, deuxième du nom, s'offre une modeste résidence secondaire en 1885, immédiatement imité par ses pairs qui vont tous se lancer dans une débauche de chantiers faramineux. Ils se mettent à construire des demeures de plus en plus grandes à mesure que leur fortune augmente. Il y avait une sorte de compétition entre eux pour savoir qui aurait la plus grande. Et la plus grande demeure de Newport, c'est celle-ci. 6000 mètres carrés, 70 pièces, un hall d'entrée à la mesure d'un patrimoine illimité. The Breakers se distingue par son gigantisme. Le propriétaire passait ses étés au milieu des marbres, des dorures et des pierres précieuses, fasciné par la vie de château à la française. Ce qui rend cette pièce unique, c'est le fait qu'elle explique à elle seule pourquoi la maison entière a été construite en 2 ans à peine. En fait, cette pièce a été complètement conçue et fabriquée en France, à Paris, dans les ateliers de Joseph Allard, l'architecte d'intérieur. Elle a ensuite été démantelée en plusieurs panneaux, emballée dans des caisses et envoyée par bateau à travers l'océan Atlantique jusqu'à Newport. Les ouvriers du bureau de New York ont tout déballé ici et assemblé la pièce sur site. C'est du préfabriqué en quelque sorte. Il ne faut que quelques secondes de marche dans Bellevue Avenue pour quitter le manoir Vanderbilt et rejoindre celui des voisins. L'artère principale de Newport distribue tout ce que la côte Est a compté de demeures monumentales. The Elms, construite sur le modèle du château d'Asnières dans un style néoclassique, est la propriété du couple Berwind, philanthropes et passionnés d'œuvres d'art qui ont fait fortune dans le charbon. L'Europe les fascinait. C'était synonyme d'art, de belle architecture. Ils voulaient tellement suivre cet exemple. Ils partaient en vacances en Europe et parfois pendant plusieurs mois. Et ils appelaient ça le Grand Tour. Voyageurs et collectionneurs, les propriétaires peuvent tout se permettre, comme équiper leur palais des innovations technologiques de l'époque. Les Elms ont été l'une des premières maisons de Newport totalement électrifiées. L'électricité était une nouveauté en 1901 quand la maison a été construite. Mais le propriétaire y croyait. Ses voisins, les Vanderbilt, étaient équipés au gaz et à l'électricité. Mais lui a dit « Non, j'ai confiance en l'électricité, pas de gaz chez moi ». Et effectivement, tout est électrique dans cette maison. Passant tout l'été dans leur manoir, les milliardaires ont besoin d'excitation et de sensations fortes. Ils vont chercher à s'occuper et à s'amuser. Là encore, Newport va s'avérer un décor idéal, avec son port, à 6 minutes en voiture, des villas vers le nord. On a surnommé Newport le terrain de jeu de l'Amérique à cette époque, à cause des nombreux sports que les riches pratiquaient ici. Ils adoraient faire de la voile et ils amarraient leurs bateaux ici. Et c'est ici, au cœur de la baie de Newport, que s'est déroulée de 1930 à 1983 la légendaire Coupe de l'America et depuis plus d'un siècle, d'autres compétitions nautiques prestigieuses. Le premier US Open de golf s'est tenu au Newport Country Club en 1895. L'US Open de tennis a également été inauguré dans la ville. Le tournoi se jouait dans Bellevue Avenue, à 2 pas des palais, et attirait évidemment un public de connaisseurs. L'enceinte qui abritait le tournoi est encore aujourd'hui un complexe chic et select de restaurants, casinos, clubs privés et boutiques de luxe. Déjà, les gens de bonne fortune s'y rencontraient.
Les premières compétitions de polo de toute l'histoire du pays se sont tenues à Newport. Cette ville a vraiment été très sportive. À l'amusement sportif, il faut ajouter les banquets et les balles de maison en maison. Cet entre-soi qui se cultive à la belle saison porte ses fruits. En 1953, la ville couve les amours et les noces mémorables, à quelques minutes à pied du port, d'un des couples les plus glamour de l'histoire du pays. Nous sommes ici à l'église Sainte-Marie. C'est la plus vieille église catholique du Rhode Island. Sa construction a été achevée en 1852 et c'est un très bel exemple de l'architecture néo-gothique dans notre ville. L'événement le plus important de l'année a eu lieu ici. C'était un 12 septembre et c'était le mariage de Jackie Bouvier avec John Fitzgerald Kennedy. Les Américains n'ont ni roi ni reine, mais y aspirent tant que John Fitzgerald et Jackie vont incarner ce fantasme. À nos yeux, c'était une enfant du pays. Bien sûr, elle avait de l'argent, elle venait d'une famille fortunée, de l'aristocratie. Mais c'était un mariage de conte de fées, un peu comme Roméo et Juliette. Les deux familles appartenaient à deux camps ennemis, les démocrates et les républicains. Ils avaient invité des politiciens, des stars hollywoodiennes. C'était énorme. Les gens dépensaient beaucoup d'argent pour être présents ce jour-là. Ce mariage, presque royal, est en fait un chant du cygne. Le Gilded Age s'est éteint depuis quelques années. L'impôt sur le revenu et le changement de mentalité ont eu raison de la folie des grandeurs. Les manoirs sont abandonnés, certains détruits. Depuis quelques années pourtant, Newport se réapproprie son patrimoine et réhabilite ses demeures avec un soin tout particulier pour ce qui fut aussi une des marottes des milliardaires, les jardins. Comme celui de Bellevue House, à 5 minutes en voiture vers l'est. Les gens qui vivaient dans les manoirs voulaient absolument montrer leur propriété pour recevoir leurs amis lors de grandes fêtes. C'était donc important d'entretenir un beau jardin. Vous ne pouvez vraiment pas les rater. Vous avez des arbres immenses, majestueux. Ils embellissent les rues, les cours. Ils sont phénoménaux. Construite en 1910, abandonnée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Bellevue House appartient depuis quelques années à l'un des hommes les plus riches des États-Unis. Ces jardins se visitent sur demande. Nous avons l'un des jardins les plus diversifiés de tout Newport. Il y a des fontaines, un jardin zen. Vous pouvez vous promener d'un bout à l'autre de la propriété avec des ambiances différentes et vous l'approprier totalement. Avec plus de 50 variétés d'arbres et des centaines de plantes, cette propriété est en fait un arboretum, un parc destiné à la culture d'arbres et d'arbustes. Newport est l'une des villes américaines qui en compte le plus. Le nouveau propriétaire s'est inspiré des plans d'origine, conçus par un paysagiste français, Achille Duchesne, pour donner une nouvelle vie à la propriété. Nous aimons la symétrie et nous avons emprunté cela à la tradition française. Par exemple, cette allée qui s'étend jusqu'à la maison de thé. Ici, vous retrouvez l'axe nord-sud. Et de ce côté, l'axe est-ouest. Et cela vous embarque de manière naturelle d'un jardin à l'autre. Comme à l'époque du Gilded Age, on se permet quelques fantaisies végétales. Mais il est fini le temps où l'on importait des arbres et des essences rares depuis l'autre bout du monde. La préservation des arbres est une vieille tradition ici. En ce qui me concerne, j'essaye de mettre en avant les plantes qui sont originaires de l'île et de la région. D'abord parce que leur viabilité est logiquement plus grande, et ensuite parce qu'il faut que nous apprenions à apprécier notre patrimoine naturel. Leur fragrance est très agréable. On peut les utiliser pour la cuisine. Je crois que c'est beaucoup mieux de faire pousser des plantes qui viennent d'ici. Newport a perdu son lustre d'antan, mais a gagné en discrétion. Les excentricités sont moins tolérées. Si elle se visite aujourd'hui comme un musée, témoin fidèle de son propre passé, la ville ne s'enivre plus des vapeurs de l'argent roi.
et lui préfère l'inaltérable ressac de l'océan. C'est aussi à Newport que les Américains ont défié les Britanniques au XVIIIe siècle. Premier acte de révolte qui allait mener à l'indépendance du pays. Allez, direction l'Italie maintenant, et la Toscane. Précisément le Val d'Orcia. Ce splendide paysage a servi de cadre à un vélo engagé. C'est l'incontournable. Au sud de Sienne, voici un paysage à la beauté ordonnée. Il évoque immédiatement la Toscane. Des collines patinées par le temps, des routes bordées par de majestueuses rangées de cyprès et en surplomb, des villages fortifiés. Nous sommes dans le Val d'Orcia, parc national inscrit à l'UNESCO. Depuis des siècles, les blés de Toscane ondulent sous le vent. On comprend pourquoi l'esprit de la Renaissance a soufflé si tôt ici. Comment ces paysages ont inspiré la célèbre maxime humaniste « Qui recherche la beauté, cherche la paix ». Incontournable Val d'Orcia, qui cache une toute autre histoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, un des coureurs cyclistes les plus célèbres d'Italie, Gino Bartali, sauve sur ses routes des centaines de Juifs. Son comportement héroïque lui vaut le titre de juste parmi les nations. Pour nous raconter cette histoire, un journaliste sportif, spécialiste du cyclisme, Giordano Cioli. Ça lui plaisait beaucoup de venir dans le Val d'Orcia pour son air pur. Car ici, il n'y avait pas de pollution comme en ville avec les premières voitures, sans compter le bruit. Ici, pour lui, c'était une vraie oasis de tranquillité. Gino Bartali, c'est la légende du cyclisme italien. Il remporte le Tour d'Italie en 1936, 1937 et 1946. C'est aussi une star internationale, puisqu'il gagne en 1938 et 1948 le Tour de France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il se rend souvent ici, chez son ami et coéquipier Primo Volpi. Volpi venait d'une famille paysanne très nombreuse. Et quand Bartali venait, ils improvisaient une piste autour de la ferme pour s'y entraîner. Un vrai circuit professionnel au milieu de l'exploitation agricole. Alors que les compétitions sont au ralenti, le Val d'Orcia est l'endroit idéal pour s'entraîner. En 1944, Bartali s'installe chez Volpi pour échapper au bombardement de Florence. Ensemble, les deux champions prétextent des entraînements leur permettant de couvrir de longues distances à vélo, notamment les 300 km jusqu'à Rome, dans un but bien précis. Dans la période durant laquelle ils se trouvaient dans le Val d'Orcia chez Volpi, ils allaient souvent à Rome, parce qu'au Vatican, on pouvait trouver des médicaments qui n'existaient pas en Italie, ou alors qui étaient très rares et à des prix incroyables. Mais ils le faisaient de manière humanitaire, puis ils les distribuaient dans le Val d'Orcia, mais aussi à Florence. Donc, au-delà de l'entraînement, ils le faisaient surtout pour aider les autres. De retour du Vatican, ils se font arrêter un soir de 1944 par une patrouille de partisans antifascistes dans les collines du Val d'Orcia. À cette époque, Bartali est connu pour ses liens avec l'archevêque de Florence et les résistants communistes se méfient de lui. Ils croient que Bartali est un agent double, un traître, un espion, un collaborateur du fascisme. Bartali et Volpi sont arrêtés et Volpi est vite relâché. Mais au lieu de rentrer chez lui, il va au poste de commandement des partisans et leur dit qu'il se trompe. En retirant la selle de son vélo, il leur montre que celui-ci est rempli de médicaments, plein de gélules rapportées du Vatican. Grâce à l'intervention de Primo Volpi, Gino Bartali est relâché. Il continue à transporter illégalement des médicaments dans le Val d'Orcia. Parallèlement, il intègre un réseau de résistance florentin. L'église de Florence le charge de transporter, toujours à vélo, de faux documents pour des juifs qui risquent la déportation. Il aidait les Juifs en faisant la navette entre Florence et Assise. Il prenait les faux documents à Assise
dans un couvent qui abritait une imprimerie clandestine. Puis il les cachait dans le tube du cadre de son vélo et il les rapportait à Florence. De cette imprimerie clandestine du village d'Assise, il aurait rapporté des faux passeports pour plusieurs centaines de juifs. Mais de son vivant, il n'a jamais parlé de ses activités de résistance. J'ai eu l'occasion d'interviewer Bartali et il a toujours été très modeste. C'est grâce au travail de quelques journalistes italiens qui ont épluché toutes les archives historiques qu'ont été révélés tous ces témoignages de juifs ayant obtenu de faux documents avec l'aide de Bartali. Le champion aurait même caché toute une famille juive dans un de ses appartements de Florence, jusqu'à la Libération. Ces secrets de guerre, il n'en partagera que quelques bribes avec son fils, avant de mourir en l'an 2000. Sa bravoure lui valut, à titre posthume, le titre de Juste parmi les nations, au mémorial de l'Holocauste à Jérusalem. Dans le Val d'Orcia, le souvenir des échappées secrètes de Bartali fait écho au message des humanistes de la Renaissance. Qui recherche la beauté, cherche la paix. Et voilà, Invitation au voyage, c'est terminé. On se retrouve lundi pour 3 nouvelles destinations. D'ici là, vous pouvez vous connecter sur Arte+7 pour revoir cette émission et nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Bis bald!